Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour aborder le meilleur sujet du monde de la vie intellectuelle, c'est-à-dire la conscience. La conscience, c'est vraiment un mot valise, donc limite je suis à deux doigts de ne plus utiliser ce mot tellement cela crée des confusions. Tantôt elle est définie comme un niveau d'éveil, de vigilance, tantôt comme une relation intentionnelle à certains contenus, tantôt comme un ensemble de qualités phénoménales. C'est vraiment un beau bazar et c'est pour cela que les auteurs Bennett et Hacker, dans leur livre Les fondations philosophiques des neurosciences, essaient de baliser la conscience en parlant surtout de conscience intransitive, de conscience transitive, que je vais définir par la suite. Et ils répondent aussi au texte assez célèbre de Nagel qui s'appelle What's It Like to Be a Bat. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant parce que j'avais vu peu de réactions critiques à ce texte. J'imagine qu'il en existe, mais je n'en avais pas pris connaissance. Et ils abordent aussi la conscience de soi à travers l'importance de la dimension linguistique. Et là aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, même si je ne suis absolument pas d'accord avec eux. Mais bon, je vous partagerai rapidement mes réactions à la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Mais avant tout, avant de parler de Nagel, nous allons parler des différents types de conscience selon les auteurs. Bon, ils vont pas aborder de manière exhaustive tous les types de conscience, mais ils vont se concentrer sur deux types caractéristiques. La conscience intransitive qui désigne plutôt le niveau d'éveil, le niveau de vigilance, et la conscience transitive qui, elle, est relative à un objet. C'est une relation avec un objet, avec une pensée, et non, c'est plutôt la conscience de. Avant tout, je vais parler de la conscience intransitive qui est non dirigée et qui est plutôt relative au niveau d'éveil, au niveau d'attention, de vigilance. C'est une conscience qui est souvent définie, utilisée dans le monde médical, mais qui pour les auteurs est avant tout définie au niveau comportemental. On identifie que quelqu'un perd connaissance, perd conscience lorsqu'il va tomber à terre et sembler complètement inanimé, et à l'inverse, lorsqu'une personne commence à de plus en plus bouger, ouvrir les yeux, etc., lorsqu'elle semble sortir du coma, on considère qu'elle retrouve peu à peu conscience. C'est le niveau comportemental qui, avant tout, va être l'indice principal concernant la conscience de l'individu. Même s'il y a aussi le niveau neurobiologique, on peut faire des mesures de l'activité cérébrale, mais si une personne parle totalement normalement, agit normalement, on va avant tout se baser sur son comportement et considérer qu'elle est consciente. Et à l'inverse, si une personne est totalement inanimée, eh bien, on va considérer qu'elle est inconsciente jusqu'à preuve du contraire. Il est possible de feindre l'inconscience. Une personne peut faire semblant de tomber dans les pommes, même si c'est un talent qui, je pense, est très difficile à maîtriser. Mais il y aura toujours des techniques extérieures pour arriver à identifier que la personne a fait semblant, peut-être regarder son œil. Je me base vraiment sur ce que j'ai vu dans les films. Peut-être avec une petite lampe, regarder son œil ou je sais pas, faire différents tests. Il y aura toujours des méthodes extérieures pour arriver à identifier objectivement si la personne a fait semblant de perdre connaissance ou si elle a véritablement perdu connaissance. Je suis désolée pour cet épanouissement stupide. À l'inverse, on ne peut pas faire semblant d'être conscient. On considère que lorsqu'un humain s'agite, lorsqu'il a un comportement de quelqu'un de conscient, qu'il est conscient. Un robot, à la limite, peut avoir des comportements de conscience sans être conscient, mais un humain ne peut pas faire semblant d'être conscient. Les auteurs soutiennent également que la conscience est incarnée. C'est-à-dire que la conscience ne se produit pas uniquement d'un point de vue intracérébral, mais est incarnée directement dans le corps entier de l'individu, et ce corps est en interaction avec son environnement. Et par exemple, lorsqu'une personne tombe dans les pommes, si son ami le secoue, lui jette un seau d'eau froide dessus pour la méthode plus agressive, peut-être qu'il va plus rapidement reprendre conscience. Et cette reprise de conscience aura été le résultat d'une interaction avec l'environnement. La conscience n'est pas uniquement la création d'une configuration neuronale. La configuration neuronale est un élément nécessaire à son apparition, mais elle n'en est pas la seule cause. Il y a une interaction d'un grand nombre de facteurs qui sont inclus dans le corps de l'individu et dans son environnement. Après la conscience intransitive, je vais parler de la conscience transitive. Il y a la conscience transitive dispositionnelle et la conscience transitive actuelle. La conscience transitive dispositionnelle, c'est le fait d'avoir conscience de quelque chose. Par exemple, j'ai conscience de ma classe sociale,
j'ai conscience du niveau de sécurité en France. C'est le fait d'avoir conscience de quelque chose. La conscience transitive actuelle désigne le fait que pendant le moment présent, je vais accorder de l'attention à un objet et je vais vraiment avoir conscience de son évolution dans le moment présent. Par exemple, si Jack entre dans une pièce et se met dans un coin, je vais avoir cette conscience transitive actuelle de Jack et de son évolution. Et on le voit dans les formulations, si je dis « j'ai conscience que Jack est dans un coin de la pièce », cela fait référence à cette conscience transitive actuelle. Alors que si je dis juste « Jack est dans un coin de la pièce », il s'agit d'un état de fait. Et lorsque Jack part de la pièce, je ne peux plus avoir cette conscience transitive actuelle. En revanche, je peux avoir encore conscience de l'état de fait. Ce type de conscience peut passer par plein de sous-types de conscience. Ça peut être la conscience perceptive, la conscience de soi, la conscience kinesthésique, la conscience somatique, etc., etc. Elle peut vraiment prendre une multiforme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est associé à cette conscience, par exemple, j'ai conscience de X, il s'agit d'une conscience factive. C'est une conscience qui nécessairement est relative à un objet qui existe. On ne peut pas avoir conscience d'eux dans un sens transitif de quelque chose qui n'existe pas. Comme les verbes utilisés pour ce type de conscience sont des verbes factifs, les auteurs soutiennent que cela nous permet d'avoir accès à une certaine connaissance. Même s'il s'agit d'un accès qui est plus passif que d'autres manières d'accéder à la connaissance, que si je lis un livre, que je fais une recherche sur Internet, il s'agit d'une recherche plus active, alors que là, le fait d'avoir conscience d'eux, on ne décide pas toujours d'avoir conscience d'eux. C'est quelque chose qui, bien souvent, nous est imposé. Ce qui m'a un petit peu perturbée dans leur usage du terme de connaissance, c'est qu'ils l'utilisent un peu comme dans un sens de connaissance réceptrice. On réceptionne des informations, et même si ce sont des informations de l'ordre de l'expérience subjective, ça compte comme des connaissances dans ce sens-là. Et personnellement, je n'utilise pas du tout le terme de connaissance dans ce sens. Je n'utiliserai pas personnellement pour des expériences subjectives, par exemple, de l'ordre des qualia. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu modifié le terme de connaissance avec une autre définition, sauf que je ne saurais pas exactement expliquer quelle est leur définition. Bref, donc ça m'a un petit peu perturbée dans ce sens-là, parce que j'ai l'impression que cela crée un peu de confusion d'amener des éléments qui sont de l'ordre de l'expérience subjective, parce que si l'on considère que lorsque j'ai conscience de ma douleur, la douleur est réelle, dans ce cas, où est la limite dans ce qui est réel ou non? Est-ce que si je prends conscience de ma douleur dans mon rêve, est-ce qu'il s'agit de quelque chose de réel ou de non réel, par exemple? Maintenant que nous avons parlé de la conscience transitive et intransitive, je trouvais cela intéressant à définir, nous allons aborder la chauve-souris de Nagel. Les auteurs rappellent dans un premier temps que ce n'est pas l'expérience en elle-même qui est consciente, c'est l'individu qui la vit. Lorsqu'une personne a conscience que sa colère monte, ce n'est pas la colère qui est consciente, c'est l'individu qui exprime sa colère, qui ressent la colère. De même, lorsque nous prenons conscience du tic-tac de l'horloge, ce n'est pas le tic-tac de l'horloge qui devient conscient, c'est nous, en tant qu'individus, qui devenons conscients de ce tic-tac. Bon, vous allez comprendre là où je veux en venir au fur et à mesure. Mais déjà, si on prend la phrase « Qu'est-ce que cela vous fait de faire V ?» Et V est un verbe, V correspond à une expérience. Une personne, normalement, devrait répondre « C'est agréable, c'est désagréable, c'est énervant de faire V ». Et à ce moment-là, on peut conclure plus ou moins maladroitement que cela fait un effet de faire V. Donc la phrase « Qu'est-ce que cela vous fait de V ?» est une phrase plutôt adaptée pour avoir un retour concernant l'attitude affective de la personne qui a expérimenté V. Et à ce moment-là, je le répète encore une fois, mais ce n'est pas l'expérience en elle-même qui a des caractéristiques, c'est l'individu qui a des attitudes vis-à-vis de cette expérience vécue. Sauf que ce type de question peut très vite être mal formulé. Par exemple, si je dis « Qu'est-ce que cela vous fait d'être cet être ?» il s'agit d'une question mal formulée. Je peux vous dire « Qu'est-ce que cela vous fait d'être X ?» et X est un rôle, par exemple être un pompier. Et dans ce cas, on peut parler des caractéristiques du fait d'être un pompier. Qu'est-ce que cela nous fait en termes d'expérience? Mais si je vous demande directement « Qu'est-ce que cela vous fait d'être cet être ?» il s'agit, selon les auteurs, d'une erreur. Par conséquent, les auteurs critiquent la célèbre question de Nagel « What is like to be a bat ?» Qu'est-ce que cela fait d'être une chauve-souris? Il s'agit d'un petit texte très connu, et dans ce texte, l'auteur aborde le fait que, avec des approches réductionnistes matérialistes, nous n'aurons jamais accès à l'expérience subjective de n'importe quel être, et il prend l'exemple d'une chauve-souris,
Même si nous avons accès à toutes les connaissances du monde sur le fonctionnement des chauves-souris, nous ne pourrons jamais réellement comprendre ce que cela fait d'être une chauve-souris. Sauf que selon les auteurs, cette formulation pose problème, puisque le fait de dire « qu'est-ce que cela fait d'être cet être ?» il y a une itération du sujet dans l'objet. Il y a à la fois le sujet et à la fois une réitération du sujet dans l'objet. Si je prends la phrase suivante, qu'est-ce que cela fait pour un soldat d'être un soldat? Le problème de cette phrase, c'est que l'objet et le sujet sont identiques. Il y a une réitération du sujet dans l'objet. Ce qui ne permet pas de principe contrastif, c'est-à-dire de pouvoir adopter un autre point de vue permettant de comparer à notre point de vue actuel, ou alors d'avoir un point de comparaison extérieur, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un point de vue, qu'il s'agisse d'une autre position, d'une autre expérience, ce qui est permis par le principe contrastif. Un principe contrastif, si vous voulez un exemple, ce serait de dire « qu'est-ce que cela fait pour une femme d'être un soldat ?» À ce moment-là, il y a le genre féminin qui est implicitement comparé au genre masculin, qui est plus historiquement associé au fait d'être un soldat. Donc si l'on dit « qu'est-ce que cela fait pour une femme d'être un soldat ?» eh bien, on va pouvoir comparer le vécu d'une femme par rapport à un autre point de comparaison qui est le vécu d'un homme. Et à ce moment-là, nous pourrons en extraire le vécu que nous souhaitons partager dans la réponse. En revanche, si l'objet et le sujet sont identiques, il n'y a pas de principe contrastif et donc il n'y a rien à comparer, il n'y a rien à extraire grâce à cette comparaison extérieure. Et qu'est-ce que nous pouvons obtenir? Nous pouvons juste obtenir une description des caractéristiques. Par exemple, concernant la chauve-souris, nous pouvons juste obtenir une description des caractéristiques typiques de la chauve-souris, mais sans ce principe contrastif, nous ne pouvons pas obtenir cette expérience qui serait par effet de contraste extraite. La manière dont j'imagerais ce problème présenté par les auteurs, que je trouve assez pertinent, ce serait d'imaginer que toute votre vie, vous avez un filtre devant les yeux. Et bien dans ce cas-là, si on vous demande qu'est-ce que cela fait de voir à votre place, vous n'allez même pas pouvoir identifier ce filtre, vous n'allez rien pouvoir extraire puisque vous n'avez aucun point de comparaison. Donc est-ce que cette question est vraiment pertinente alors même que si vous n'avez pas de point de comparaison, vous n'allez même pas identifier ce filtre? Mais d'un autre côté, j'aurais quand même envie de soutenir un peu Nagel et sa formulation parce que j'ai l'impression, en tout cas personnellement, lorsque j'avais lu son texte, qui m'avait tout de même marqué. Et je n'ai pas l'impression de trouver d'autres formulations plus explicites que la sienne qui permettent mieux de se rendre compte de ce côté irréductible de la conscience phénoménale. Donc, d'un autre côté, il s'agit d'un problème qui va tellement au-delà du langage qu'il y aura forcément des problèmes langagiers dans la manière de formuler ce problème. Sachant qu'encore à ce jour, la meilleure définition des qualia est l'effet que cela fait. Donc on peut se dire que le répertoire concernant les qualia est encore assez limité, donc que la formulation des problèmes les concernant est encore assez laborieuse. Plus j'y réfléchis, plus j'ai l'impression que je n'ai peut-être pas compris le contre-argument de Bennett et Hacker vis-à-vis de la formulation de Nagel, puisque j'ai l'impression que leur contre-argument peut être utilisé par Nagel. Donc c'est un peu étrange, puisque si Nagel dit « oui, aucun principe contrastif n'est possible », cela va dans son sens. Il peut dire « dans ce cas, nous ne pouvons pas avoir accès aux qualités phénoménales des chauves-souris, puisque aucune description du monde, aucune comparaison n'est possible, chacun a ses qualités phénoménales propres et nous ne pouvons pas imaginer les qualités phénoménales des autres. Donc par nature, aucun principe contrastif n'est possible, mais cela rentre dans son argumentaire. Donc je ne comprends pas trop si c'est juste une réflexion linguistique et que Bennett et Hacker considèrent que sa phrase en elle-même n'a aucun sens, ou si c'est une réflexion qui est plus profonde, plus théorique, mais dans ce cas, j'ai l'impression que ça peut aller dans le sens de Nagel. Donc c'est un peu étrange. Si quelqu'un a lu le livre, qu'il me réponde. Nous allons maintenant parler de la conscience de soi, puisque Bennett et Hacker lient intimement la conscience de soi à la maîtrise d'un langage. C'est pour cela qu'ils considèrent que l'humain a une conscience de soi qui est bien plus développée que les autres animaux. Et c'est grâce à l'usage de plein de concepts que nous arrivons à développer une conscience de soi aussi aiguë, notamment grâce à l'usage des pronoms, grâce à l'usage des prédicats psychologiques que nous utilisons sur nous-mêmes sans critères, alors que nous les utilisons sur les autres avec des critères souvent comportementaux. Par exemple, si je dis que je souffre, je ne me suis pas basée sur des critères. En général, je le sais directement, alors que si je l'applique sur quelqu'un d'autre, si je pense que mon voisin souffre, je me suis basée souvent sur des critères comportementaux.
Et nous pouvons aussi faire des conjectures universelles grâce à nos concepts, comme dire que tous les humains sont mortels, ou alors planifier. Par exemple, je peux dire que dimanche prochain, j'ai prévu d'aller à une fête, alors que mon chat ne peut pas se dire dimanche prochain, j'ai prévu de manger un poisson, puisqu'il n'a pas ces concepts qui lui permettent de planifier avec autant de détails ou d'avoir une conscience de soi aussi développée qu'un humain qui utilise ces concepts linguistiques-là. Et si je peux développer mon soi, c'est-à-dire développer mes objectifs, mes valeurs, mes désirs, tout ce soi assez étoffé, ce soi qui est aussi social, c'est grâce à l'usage de ces concepts, grâce à ces usages langagiers. Et donc, selon Bennett et Hacker, le soi émerge de ces usages langagiers, et sans ces usages langagiers, le soi ne pourrait pas émerger. Damasio n'est pas d'accord puisque quant à lui, leur langage a toujours servi à désigner des choses existantes, et cela serait étrange selon lui que le soi naisse de nouveau du langage et que ce soit une construction langagière et qu'on ne désigne pas quelque chose qui existe déjà. Et je cite à ce propos: le langage, c'est-à-dire les mots et les phrases, est une traduction de quelque chose d'autre, une conversion d'images non linguistiques représentant des entités, des événements, des relations, des inférences. Si le langage fonctionne pour le soi et la conscience de la même manière qu'il fonctionne pour tout le reste, c'est-à-dire en symbolisant par des mots et des phrases ce qui existe d'abord sous forme non verbale, alors il doit y avoir un soi non verbal et une connaissance non verbale pour lesquelles les mots je ou moi ou l'expression je sais sont des traductions appropriées dans toutes les langues. Il y a aussi Penrose qui, même s'il ne parle pas de conscience de soi, souligne l'importance de la pensée non verbale. Presque toute ma pensée mathématique se fait visuellement et en termes de concepts non verbaux, bien que ces pensées soient souvent accompagnées de commentaires verbaux futiles et presque inutiles. La difficulté que ces penseurs ont rencontrée pour traduire leurs pensées en mots est quelque chose que j'expérimente fréquemment moi-même. Souvent, la raison est qu'il n'y a tout simplement pas de mots disponibles pour exprimer les concepts requis. Mais selon Bennett et Hacker, autant la conscience précède le langage, autant la conscience de soi le succède. Et ils considèrent que le langage est vraiment un prérequis pour construire le soi. Et ils sont contre l'idée que le langage ne serait qu'une traduction de pensées qui seraient déjà formées ou d'images mentales qui seraient déjà formées. Il y a certaines personnes qui pensent que le langage n'a pas une grande importance dans leurs pensées, que par exemple ils pensent en imagerie mentale, mais ce que soutiennent plutôt Bennett et Hacker, c'est que même lorsque vous n'avez pas de mots en tête, que le langage a quand même structuré votre vision du monde, qu'elle structure votre pensée même lorsque les mots ne s'affichent pas clairement dans votre esprit. Et que même lorsque vous avez des images mentales, il n'y a pas de traduction d'image mentale. Vous n'avez pas une image mentale qu'ensuite vous traduisez en mots, que les images mentales ne sont pas spécialement partageables sur la place publique. C'est vraiment les mots qui vous permettent de comprendre que vous utilisez avec le bon usage les concepts parce que vous pouvez les partager, alors que vos images mentales, vous ne pouvez pas les partager. Et qu'il n'y a que les mots qui permettent d'avoir une pensée conceptuelle précise. Par exemple, si je vous dis « pensez au verbe marcher », eh bien, vous allez sûrement, en termes d'image mentale, avoir l'image, par exemple, d'un homme qui marche sur un chemin. Et à ce moment-là, si vous pensiez uniquement en image mentale, vous ne pourriez pas savoir si votre image fait référence à un homme, à un chemin, à un homme qui marche sur un chemin. Les images mentales ne sont pas précises et une image mentale ne peut pas représenter des concepts abstraits. Il n'y a que les mots qui permettent de le faire. Et les mots sont toujours sous-jacents et, selon les auteurs, ne traduisent pas ces images mentales. Concernant le cas de Penrose qui dit avoir des pensées mathématiques sans avoir besoin de mots, déjà les auteurs rappellent que ce n'est pas parce que nous n'avons pas de mots dans notre esprit à un moment donné que notre pensée s'est formée sans mots, sous-jacents. Et de plus, ils considèrent que le langage mathématique est aussi un langage qui peut être utilisé pour structurer notre pensée. Donc plein de concepts mathématiques peuvent être utilisés au même titre que le langage verbal. Donc, pour les auteurs, ce qui différencie l'humain des animaux en termes de conscience de soi, c'est vraiment sa maîtrise langagière. Et ils considèrent, et je trouve que c'est une vision assez radicale, que les limites de notre pensée sont les limites de ce que nous pouvons exprimer d'un point de vue langagier. Donc, si nous ne pouvons pas exprimer quelque chose dans l'hypothèse, eh bien, cela signifie que nous ne pouvons pas le penser tout court. Et la position de Bennett et Hacker m'a fait penser à une phrase que ma mère me répétait lorsque j'étais petite, c'est que mes pensées étaient exprimées de manière confuse. Elle me disait, la phrase de Boileau, « Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire nous viennent aisément ». Il me semble que c'est ça la phrase de Boileau. Et
À l'époque, j'avais vraiment l'intuition que cette phrase était fausse, mais qu'est-ce que je pouvais faire face à Boileau? Donc clairement, je me taisais ou je reformulais ma phrase, mais je trouve que cette phrase, certes, est bien formulée, mais qu'elle ne correspond pas du tout aux intuitions que j'avais. Puisque, à mon sens, il y a des concepts que j'appellerais des concepts préverbaux qui sont déjà là même avant l'apparition du langage. Et déjà, à un moment donné, il y a plein de mots qui n'existaient pas et qui un jour ont été inventés. Donc ça veut dire que quand même un certain nombre de personnes ont eu des intuitions qui se sont formées, qui ont commencé à devenir cohérentes, un peu substantielles, et qu'ensuite, par des forces intersubjectives, ils ont réussi à créer ce mot-là. Donc ça veut dire qu'il y a bien un moment donné quand même où il y a cet élément préverbal qui est un petit peu constitué, un concept préverbal qui est constitué. Et aussi, je vais me baser sur des études en sciences cognitives pour étayer mes propos, puisqu'il y a eu un certain nombre d'études qui ont permis de démontrer que les nourrissons avaient déjà des perceptions assez discrètes des couleurs, qui différenciaient vraiment toutes les teintes, par exemple, de jaune et toutes les teintes de rouge, et qui les associaient vraiment en un seul concept. Parce que, on pourrait se dire qu'avant que les mots de rouge, de jaune ou d'orange n'apparaissent, que peut-être qu'ils voient juste des spectres indéfinis. Mais non, apparemment, il y a vraiment des catégories qu'ils arrivent à percevoir. Parce que, évolutivement parlant, j'imagine que ça avait un intérêt pour nous d'arriver à vraiment identifier des catégories de manière plus discrète. Et donc pour moi, notre perception du monde prédéfinit aussi des catégories conceptuelles avant même l'apparition du langage. Et le langage ne fait que poser un mot sur des sortes de clusters qui ont déjà été identifiés. Et c'est pour cela que dans plein de cultures différentes, les couleurs sont quand même assez homogènes, même s'il y a des variations. Mais à mon sens, c'est vraiment basé sur notre perception qui est assez catégorielle et qui est prédéfinie par notre constitution biologique et notre système perceptif et analytique. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de concepts préverbaux qui sont présents et qui après deviennent des régularités et se transforment finalement en langage. Peut-être que pour des concepts plus complexes, ce n'est pas le cas parce que c'est pas lié à des mécanismes de bas niveau comme la perception des couleurs. Mais déjà, je trouve que c'est un argument qui est quand même assez intéressant et qui va à l'encontre de ce que disent Bennett et Hacker. Et bien voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner des éléments de réflexion en commentaire. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et à bientôt.